Bonsoir à toutes et à tous. On est une trentaine, c'est déjà pas mal. Moi, je suis Katia Lamy, je travaille chez Swoot Partners et du coup, je vais animer et discuter avec Anso. J'ai rejoint Swoot Partners il y a environ 2 ans. J'avais été séduite par la politique de partage du capital et je trouve que c'est important quand on est consultant. Nous vient intégrer la practice produit et nous y faisons évoluer une méthodologie qui se base sur 4 piliers principalement. Donc la stratégie, le delivery, le discovery et la data. Et c'est sur ce dernier pilier qu'on va échanger aujourd'hui. euh, Parce qu'on trouve quand même que c'est un pilier important et que ça doit être quelque chose qui est au centre des discussions, que ça soit au moment de faire la stratégie, quand on est en plein delivery et quand on fait du discovery. C'est toujours bien de se baser là-dessus pour avoir des features et des produits et qui apportent la valeur, de l'impact et qui sont orientés outcome plutôt qu'output. J'ai rejoint France Télévisions en mission depuis quelques mois. Du coup, je suis PO sur France 3 Régions et j'ai vu l'utilisation de la donnée sur la plupart des facettes du produit et j'ai trouvé ça carrément cool parce que nous, c'est vraiment un pilier qu'on essaye de faire avancer dans la practice et c'est quelque chose qui est assez bien établi chez France Télé. Et donc, c'est pour ça que naturellement, je me suis rapprochée d'Anso pour demander s'il voulait bien participer à ce meet-up. Et il a gentiment accepté. Avec plaisir. Donc, merci Anso pour avoir accepté, enfin, d'avoir accepté mon invitation. Et du coup, je te laisse présenter ton poste, Ouais. le contexte un peu, parce que je pense que c'est important pour tout le monde de situer la discussion. Ouais. Donc moi je m'appelle Anso, je suis chez France Télé depuis 4 ans. Et du coup je suis VP Product. Donc mon titre officiel c'est directeur produit en français. Donc j'ai 3 missions chez France Télé. La première, je suis manager de la direction produit. Donc je suis là pour faire grandir tous les collaborateurs et collaboratrices au profil produit. Donc on a des PM, des PO, des QA, des responsables SEO, parce que le SEO est au produit chez France Télé. Ça peut changer chez certaines boîtes, mais nous, on a décidé de le mettre au produit. Et des chefs de projet support aussi, parce qu'on crée nos propres back-office. Donc ça, c'est ma première casquette de manager, et ça demande une grande partie de mon temps. La deuxième, c'est que je suis responsable du coup de la performance du portfolio produit, qu'on appelle aussi offre chez nous. Ça dépend. Mais en gros, on a 8 produits, 4 qui sont très orientés autour de l'information, c'est-à-dire l'actualité chaude ou froide, nationale ou locale, régionale ou ultramarine, et 4 autour de la vidéo, plutôt, donc nos plateformes de streaming. Pour donner un exemple concret, sur l'information France Info en vaisseau amiral, qu'on co-construit avec nos amis de Radio France, et France.tv sur la partie vidéo, qui est un peu notre vaisseau amiral du streaming vidéo. Donc ça, c'était ma deuxième casquette. Et ma troisième casquette, c'est un peu le rôle d'évangélisateur du produit. Donc le product management, c'est une discipline nouvelle chez France Télévisions. Et donc ça demande beaucoup de pédagogie, beaucoup de vulgarisation. Et donc voilà, mon rôle sur cette troisième partie de ma mission, c'est d'aller frapper aux portes et d'expliquer pourquoi on est là, à quoi on sert, et pourquoi il faut faire du product management dans une boîte comme France Télé, et qu'est-ce que ça nous apporte. Voilà à peu près qui je suis, ce que je fais. Et pour terminer, à la direction de produit, on a à peu près 70 personnes. Assez conséquent. Donc, moi, j'ai pu le voir au Product Test et assez cool d'avoir tout le monde. Alors, du coup, pour le programme, on a 4 thématiques, grandes thématiques qu'on veut aborder. Donc, la définition des indicateurs produits et KPI pour analyser
avec la donnée, qu'est-ce qu'on peut analyser. Euh, L'enjeu de la collecte et de fiabilité de ces données qu'on récupère. Comment on fait pour prendre les meilleures décisions avec la donnée qu'on a. Et puis, un petit bonus à la fin de l'intuition dans tout ça. Euh, alors, du coup, on reprend au début pour les indicateurs. Euh, Comment on arrive déjà à se dire chez France Télévisions, on a besoin de certains indicateurs produits pour faire avancer euh, les différentes offres et surtout comment on va chercher cette donnée-là. Ouais. Alors, première chose, comment on définit les indicateurs chez France Télé? Globalement, et je pense que c'est la même chose chez toutes les entreprises, petit disclaimer, je vais parler de ce que je connais uniquement, donc je vais parler que de France Télévisions. Je vais pas faire des grands discours sur comment ça se passe dans les autres boîtes, parce que j'en sais rien. Donc, je me concentre sur moi, ce que je sais et ce que je fais. Donc, chez France Télé, en fait, on a défini les indicateurs par rapport à la mission d'entreprise. La raison d'être de l'entreprise, vous l'avez vu dans la slide précédente, c'est permettre à chacun de se construire librement et à tous d'imaginer un horizon commun. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que en tant que service public, on est là pour donner les clés aux citoyens françaises et français pour se construire librement, c'est-à-dire pour se développer et en gros réussir à être une meilleure version d'eux-mêmes. Et donc, ça, c'est la première partie de la mission. Et la deuxième partie, c'est permettre à tous d'imaginer un horizon commun. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, on est persuadé chez France Télévisions qu'une société, c'est pas une somme d'individualités, c'est bien un ensemble de personnes qui vivent ensemble. Et donc, notre rôle en tant que service public, pareil, c'est d'essayer de concevoir la société de demain et donner les clés à tout le monde pour trouver sa place dans la société française. Donc ça, c'est notre raison d'être, à quoi on sert, pourquoi on existe. Et de ça, en fait, découle un certain nombre d'indicateurs pour pouvoir piloter la manière dont on arrive à se dire oui, on réussit notre mission et notre raison d'être. Et pour ça, on a 4 notions clés chez France Télé. La première, c'est autour du reach, donc c'est le nombre de personnes qu'on touche. Pourquoi? Parce que service public, on doit s'adresser à l'ensemble des Françaises et Français, sans distinction aucune, c'est-à-dire peu importe la catégorie socio-professionnelle, peu importe le handicap, peu importe les croyances religieuses, on s'adresse à tout le monde. Et donc, le premier indicateur, c'est l'indicateur de reach, à quel point on touche 100% des Français. Donc, évidemment, c'est une vision, toucher 100% des Françaises et Français, mais en tout cas, voilà, on pilote par cet indicateur. Et je pourrais rentrer dans les détails de concrètement qu'est-ce qu'on pilote. Mais là, je parle d'abord des notions, donc la notion de reach. La deuxième notion, c'est la puissance, c'est-à-dire à quel point, en fait, ce qu'on appelle, nous, la puissance, en réalité, c'est ce qui tourne autour de l'utilité publique. Le service public, il n'existe que parce qu'il est utile. Si on n'est pas utile aux Français, du coup, on ne sert à rien. Et donc, c'est Bien cette sûr. notion de puissance qu'on essaye finalement de mesurer, c'est à quel point nos services et nos offres sont utilisés. On part du principe que s'ils sont utilisés, c'est que donc on est utile dans leur vie et donc on réussit une partie de notre mission. Ça, c'est la deuxième notion clé qu'on essaye de mesurer. La troisième, c'est la satisfaction utilisateur. C'est qu'en gros, on est pareil, service public, donc on est au service du public. Et donc, on est content que si l'utilisateur est satisfait des offres et des services qu'on propose. Et donc, on mesure cette satisfaction utilisateur pour savoir est-ce qu'on est dans les clous, si on fait bien notre métier ou pas. Et la quatrième, c'est le chiffre d'affaires. Alors, on peut se demander pourquoi est-ce qu'on est un service public, donc pourquoi on mesure et on monitore l'argent. En fait, c'est tout simple, c'est que, et ça, peut-être les gens ont tendance à l'oublier, c'est que France Télévisions, c'est une entreprise qui a un business model à un double financement. Le premier, c'est le financement par l'État. Donc, c'est l'État qui nous donne de l'argent. Et donc, notamment la contribution, l'ancienne redevance que aujourd'hui on ne paye plus mais qui a été redistribué dans une autre façon de financer, mais qui reste du coup de financement par l'État. Et le deuxième, c'est la publicité. Et donc, du coup, on doit faire du chiffre d'affaires pour rester gratuit. Donc, service public, on ne fait pas d'offres payantes, on ne fait que du gratuit, accessible à tous. Mais pour faire du gratuit, il faut gagner de l'argent. Et donc, du coup, comment dire, la notion qu'on essaye de mesurer, c'est le chiffre d'affaires. Notamment le chiffre d'affaires autour des recettes publicitaires.
et les chiffres d'affaires autour de ce qu'on appelle nos recettes de distribution. Et peut-être qu'on rentrera dans le détail plus tard, mais c'est en gros à combien on monétise nos services lorsqu'ils sont distribués par des tiers. Voilà à peu près. Ok, donc ça c'est les piliers sur lesquels vous basez la récolte des données et c'est ce qui sert la vision de l'entreprise. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est des Ensemble. grandes notions. On ne parle pas Oui. d'indicateurs à ce stade, c'est des notions. Et après, du coup, si on rentre dans le détail de comment on pilote par l'indicateur ces notions, et ben c'est là où ça devient un peu plus difficile, évidemment. Oui. C'est que pour mesurer en fait ces notions-là, souvent, on n'a jamais la mesure idéale. On a souvent des proxys, c'est-à-dire des indicateurs qui nous disent, en gros, est-ce qu'on tend vers le bon chemin, enfin, est-ce qu'on prend le bon chemin? Mais ce n'est pas Mhm. des indicateurs dans l'absolu. Euh, Par exemple, sur le Reach, en l'occurrence, on utilise un indicateur, les visiteurs uniques, qui est un indicateur, enfin, on a plusieurs indicateurs d'ailleurs de Reach, mais on en a un qui est un indicateur marché. On s'appuie sur Médiamétrie, qui est notre, en fait, l'organisme référent sur le marché pour dire, en gros, via toute une méthode de calcul, mais combien de Français on touche. Donc ça, on utilise l'utilisateur marché visiteur unique. Sur la puissance, on utilise deux indicateurs. Le premier, c'est le nombre de visites. Donc, on part du principe, encore une fois, c'est un proxy. On part du principe que plus on a de visites sur nos offres, plus on considère qu'on est utile, puisque les gens, en fait, viennent sur nos offres. Mhm. Et donc, ça, c'est plutôt pour les offres d'information. Et les offres vidéo, c'est le nombre de vidéos vues, tout simplement. Plus on se dit que si une vidéo est vue, c'est qu'a priori, elle est utile. Donc ça, c'est la deuxième notion qu'on monitore via ces indicateurs. Sur la satisfaction utilisateur, on a deux gros indicateurs. Pareil, Mhm. pourquoi on en a deux? C'est qu'en fait, on a dans cette notion de proxy, le premier, c'est on a un indicateur plutôt quali. On a un panel en fait qu'on envoie tous les 6 mois à peu près, où on pose un certain nombre de questions du coup sur pas comme ça, mais est-ce que vous êtes satisfait des services de France Télé, en gros. Et donc, on a une note, et cette note, c'est la satisfaction utilisateur. Donc ça, pareil, c'est des grandes notions qui nous permettent de suivre en fait cet indicateur de satisfaction. Et après, je rentrerai en détail sur au quotidien comment on pilote ça, parce que c'est des indicateurs qui sont très macro. Et le chiffre d'affaires, bon, bah, ça, c'est le CA, coupé en deux, comme je l'ai dit, le CA publicitaire et le CA autour de la distribution de nos services. Donc ça, c'est les grands indicateurs macro qui nous permettent de suivre ces quatre notions. Et malheureusement, dans ces indicateurs macro, ça ne nous dit pas en fait comment piloter au quotidien nos produits. Donc, il faut trouver des indicateurs plus micro qui nous permettent en fait de savoir quand une action est réalisée, est-ce qu'elle a de l'impact ou pas. Et pour Mhm. ça, on utilise donc des indicateurs qui sont, on va dire, plus opérationnels. Par exemple, sur le reach, l'indicateur qu'on utilise, donc ce n'est pas un indicateur marché, c'est l'indicateur de visiteur unique, mais via notre outil Analytics, Internet, ou Piano, maintenant, on l'appelle, puisque maintenant ils ont migré sur Piano. Donc cet indicateur-là, il a plein de défauts. Le premier défaut étant que on ne peut pas en fait réconcilier un visiteur unique qui est sur web et qui est sur app, par exemple. Mais c'est pas grave, on accepte en fait le non idéal de cet indicateur parce que ce qu'on regarde, c'est plutôt l'évolution, c'est pas l'indicateur dans l'absolu. Mhm. Sur la puissance, c'est les indicateurs que j'ai donnés, ce sont les mêmes. Sur la satisfaction utilisateur, pareil, comme on a un portfolio produit, on a besoin du coup de savoir quelle est la satisfaction utilisateur par produit. Et donc, on utilise le NPS aujourd'hui, qui a pareil ses limites, mais qui en gros nous permet de savoir, via une campagne NPS qu'on lance au niveau des produits, des offres, à quel point l'offre en question, locale, est satisfaisante pour l'utilisateur. Et puis sur le chiffre d'affaires, pareil, comme en fait on n'est pas, nous, au numérique, je ne l'ai pas dit, j'appartiens à la direction du numérique, il y a plein de directions chez France Télé. Comme au numérique, en fait, on n'est pas responsable directement du chiffre d'affaires, parce qu'on a des commerciaux, notamment à la régie publicitaire, dont c'est le métier. En fait, on utilise un indicateur proxy pour nous aider, c'est l'inventaire monétisable, c'est-à-dire le nombre de vidéos vues qui sont pubables. Donc en fait, c'est cet indicateur, si on se dit que si on arrive à l'augmenter, cet indicateur, via nos actions, et ben, ça donne plus de poids à la régie publicitaire pour monétiser. Et donc voilà, on essaye d'utiliser des indicateurs plus opérationnels qui nous permettent de savoir si on va dans le bon sens ou pas. Ah, c'est très intéressant. C'est-à-dire que
Au-delà de juste dire, bah, on a des notions, le reach, la puissance, la satisfaction utilisateur et le chiffre d'affaires, on va un peu plus dans le détail pour essayer de trouver les éléments actionnables et opérationnels par les équipes pour pouvoir avancer sur ces notions. Oui. Euh, alors du coup, moi, ce que je me pose comme question, c'est ces données-là, comment on peut s'assurer qu'elles soient fiables et exploitables, parce qu'on peut récupérer des tonnes de données de types différents. Comment on fait ça? Ouais, alors en gros, enfin, il y a plusieurs manières de faire. Chez France Télé, première chose, c'est qu'on a séparé les étapes de traitement de la data. Donc, on a une première étape qui est la collecte, une deuxième étape qui est enfin, comment dire, le faire parler la donnée, c'est-à-dire comment est-ce qu'à partir des données brutes, je les transforme pour leur faire dire quelque chose. La troisième étape, c'est comment dire, la mise à disposition de ces données. Et la quatrième étape, c'est l'analyse. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a visualisé ces données? Mhm. Et donc, du coup, dans le process de collecte et de fiabilisation de la donnée, on a ces quatre étapes. La collecte, comment dire, la structuration, Ah la oui, ok. visualisation et l'analyse. Donc, la première étape autour de la collecte, bah, c'est assez simple. On prend tous nos outils analytics et on s'assure que les plans de marquage sont les bons pour envoyer la donnée au bon endroit et avec une bonne définition d'indicateur. Donc là, c'est tout le travail autour des plans de marquage sur la définition de qu'est-ce qu'on veut mesurer, comment on veut le mesurer, à quelle fréquence. Mhm. Du coup, on met en place nos plans de marquage pour collecter la bonne donnée. À ce stade, la donnée, c'est de la donnée brute, donc ça ne veut pas forcément dire qu'elle est exploitable. Et donc, ça passe par la deuxième étape, qui est la structuration de la donnée. Et donc là, toutes nos données sont envoyées dans un data lake, gros mot très à la mode en ce moment, parfois un peu flou et obscur, mais en gros, cette donnée-là, on a toute une équipe qui structure la donnée, qui essaye de dire, bah voilà, j'ai cette donnée brute, comment est-ce que je la retravaille pour faire en sorte, comment je la recatégorise, comment je la restructure pour faire en sorte que ce soit la bonne et que les données en sortie soient fiables. Donc toute la fiabilisation, elle est dans cette étape-là. Et aussi, autre mission de cette étape, c'est de s'assurer que la donnée, elle parle bien comment dire, pardon, à l'échelle de l'écosystème. Pareil, je vous ai dit, on a plusieurs offres. Et donc, il faut s'assurer que un indicateur sur une offre est le même que sur une autre. Et donc que la donnée soit la même. Pour prendre un exemple très précis, pour comptabiliser une visite sur une offre d'information, est-ce qu'on a le même mode de calcul que comment on calcule une visite sur une offre vidéo? Et donc, dans les plans de marquage, au départ, c'est de la donnée brute, donc potentiellement, c'est pas la même donnée. Et donc, c'est dans cette étape numéro 2 qu'on structure, qu'on regarde, est-ce que cette donnée en sortie est fiable? Donc, a priori, à partir de cette étape-là, on a des données un peu plus fiables. Pas exploitables, mais fiables, parce qu'elles sont dans un gros data lake dont personne n'a envie d'aller parce que c'est trop complexe. Et seule la data a envie de faire ça. Donc, troisième étape, c'est la visualisation. C'est comment est-ce que je donne aux équipes qui vont utiliser cette data les moyens de visualiser ce qui est en sortie. Et donc là, évidemment, c'est tout ce qui est autour de la création de dashboards, euh, sur la création de rapports automatiques, qu'ils soient quotidiens, hebdomadaires, mensuels, trimestriels, peu importe, mais en tout cas, on donne à disposition des équipes métiers la donnée pour qu'ils puissent en faire quelque chose. Et donc là, en l'occurrence, bah, il y a toute une phase autour de la définition des besoins sur les dashboards, de quoi j'ai besoin, etc. Donc ça, c'est la troisième étape. Et la quatrième étape, c'est une fois que j'ai des données visuelles, je sais déjà dire donc est-ce que on est meilleur ou pas que la veille, est-ce que on est meilleur que le mois dernier, mais à ce stade, je ne sais pas l'expliquer. Je sais juste dire qu'on est meilleur. C'est de la donnée très factuelle. Et donc, on a une partie analyse. Et donc là, on s'appuie notamment avec nos data analysts pour nous expliquer pourquoi, par rapport aux actions qu'on a menées, cet indicateur, il bouge ou il bouge pas. En gros, c'est ça un peu le process qu'on se donne chez France Télé. D'accord. Donc, une fois qu'on a fiabilisé et fait en sorte que les données soient exploitables, on a un travail d'analyse qui est fait a posteriori pour vérifier que bah, ce qu'on a fait en termes de features, de produits, d'évolution, etc., est en cause
par rapport à l'évolution ou pas des indicateurs qu'on analyse, c'est ça? Ouais, en fait, c'est pas des étapes en simultané, c'est-à-dire les unes après les autres. En fait, c'est des étapes qui se D'accord. parlent. C'est-à-dire que au départ, tu définis ce que tu veux mesurer, en fait, il faut que les analystes soient en amont pour savoir du coup comment définir l'indicateur pour dire effectivement à la fin, quand tu vas analyser, à quel point cet indicateur est pertinent, parle et veut dire quelque chose. Et Mhm. donc, en fait, c'est toute une étape, là je l'ai dit en étape 1, 2, 3, 4, mais en vrai, c'est des étapes qui se parlent les unes avec les autres. D'accord. Oui, donc plutôt se dire on va là et ensuite on fait la fiabilisation, Ouais, enfin faire en sorte que la donnée soit exploitable ouais, et c'est ça. après on analyse si ben, on est allé jusque là où est-ce qu'on voulait aller, où est-ce qu'on s'en est rapproché, etc. Ouais, Ok. tout à fait. Alors, tu avais parlé de potentiel restructuration. Ouais, Et je me suis demandé, sur la restructuration, on part sur vraiment de la donnée quanti, juste du factuel, mais est-ce qu'il y a aussi une dimension quali de ce qu'on récupère? Est-ce qu'on l'ajoute? Est-ce que c'est une surcouche? Est-ce que c'est un truc qu'on analyse au départ? ouais. Alors, dans l'idéal, c'est la même chose. Chez France Télé, c'est pas la même chose. Parce qu'on est encore en train, justement, de s'expertiser sur la data. Et Mhm. donc, aujourd'hui, notre data lake, il n'a finalement que les données quantitatives, pas les données qualitatives. Pour les données D'accord. qualitatives, on a un autre repository de données. Donc, pas facile à gérer, hein, ces deux repositories, mais en gros, on a en fait pareil, une banque de données. Donc, on a un repository on utilise aujourd'hui Coda, qui est un outil un peu, comment dire, on peut modifier selon ses besoins. Donc, on a fait un gros benchmark autour de ça. On a choisi Coda pour centraliser l'ensemble de nos données qualitatives. Et donc, c'est dans cet outil-là que, du coup, on récolte comment dire, les données qualitatives à partir de la recherche utilisateur qu'on peut faire. Et donc, nos designers, qui sont responsables de ces repositories, en fait, entrent directement les données via cet outil pour qu'on ait les données à disposition. Donc, on a un process qui est assez mature, si je prends en comparaison à d'autres entreprises que j'ai pu voir, où on utilise, je ne sais pas si ça parle aux gens, mais un principe d'atomic research, où en gros, on découpe via un peu une notion d'atome, c'est pour ça qu'on l'appelle atomique, ce qu'on fait, ce qu'on observe et ce qu'on apprend. Et donc, quand on lance en fait des actions de recherche utilisateur qui peuvent être de plein de typologies différentes. Et ça, les designers en parleraient mieux que moi, mais en gros, on a des tests utilisateurs, on a des guérillas tests, on a des interviews utilisateurs, enfin, on a tout un tas de choses. En fonction de l'action qu'on mène, les designers rentrent du coup les verbatim ou les apprentissages. En structurant ce repository, on arrive très facilement à savoir qu'est-ce qu'on a fait, c'est-à-dire quel dispositif on a mis en place, qu'est-ce qu'on a observé de ce dispositif et qu'est-ce qu'on a appris. Et du coup, voilà, de revenir assez facilement en arrière quand on a besoin de savoir, j'ai appris ça, mais comment je l'ai appris. Donc, on arrive à retrouver, pareil, en système d'atomes, qu'est-ce qu'on a fait. Et donc, on a ce repository de données qualitatives. Et donc, la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour finalement coupler les données quanti et les données quali. D'accord. Euh, Mhm. et donc, là où on a fait quelque chose un peu différent, je pense, du marché, c'est qu'on a couplé finalement nos enjeux produits à notre recherche utilisateur, au sens où on utilise chez nous la méthode RICE, qui est un peu voilà, une méthode de priorisation connue du produit, mais où on a un peu twisté la méthode, où du coup, on l'a retravaillé en lui donnant une notion autour des problèmes. Et donc, ces problèmes-là, comment on s'assure qu'il y a un problème ou pas, on le fait par du coup la donnée qualitative et la donnée quantitative. Et donc, en gros, on prend les données qualitatives, on regarde en fait quel problème on a en termes de panel, en termes de verbatim, et on le couple à la donnée quantitative
en essayant de raccrocher sur des thématiques. Alors, je ne l'ai pas dit, mais on structure évidemment tout ça de manière à ce qu'on arrive à recoupler bien le quali et le quanti. Et le quanti aide à prioriser par cette notion de confiance. C'est-à-dire qu'en gros, si on a de la donnée quali et de la donnée quanti, et ben, du coup, on a une confiance qui est plus importante sur le fait qu'il faut adresser ce sujet-là. Ou bien, si on n'a que des données quali, eh ben, ça veut dire qu'il nous manque de la donnée quanti, donc il faut aller chercher de la donnée quanti. Ou inversement, si on n'a que de la donnée quanti, ben, il faut lancer peut-être des actions de recherche utilisateur pour alimenter le quali, pour être sûr de réduire l'incertitude, parce que tout n'est que réduction d'incertitude. Et voilà, et donc on couple un peu tout ça, et à la fin, ça nous donne une priorisation très théorique sur le papier, parce qu'après, ça c'est le rôle des PM, de savoir comment utiliser un outil, parce qu'un outil n'est qu'un outil, après c'est plus un savoir-faire. Et donc là, comment est-ce qu'on priorise à partir de la donnée? Quali et quanti. Ok. Alors, moi, ça me parle parce que j'en ai fait un peu. On a un produit sur lequel on fait des études et tout. Mais est-ce que tu aurais un exemple concret, peut-être un peu plus parlant, pour illustrer? Ouais. Par exemple, la pression publicitaire, qui est un sujet très important pour nous, parce que je vous l'ai dit, on est pris entre deux chaises, entre il faut faire de l'argent, mais en même temps, la pub, d'un point de vue utilisateur, c'est pas toujours apprécié. Et donc, on nous dit souvent, service public, vous mettez trop de pubs sur vos offres, alors que déjà, on paye, on vous paye, vous êtes financé par notre argent. Donc ça, c'est des vrais verbatim qu'on reçoit sur les stores, hein. Donc, on a un sujet autour de la pression publicitaire et donc on a fait de la recherche utilisateur sur la pression publicitaire où on a demandé, pas comme ça brut, mais en gros, à quel point comment dire, à quel point la pression publicitaire est trop importante ou pas assez importante. Encore une fois, pas comme ça, hein. On a des vrais experts designers qui font des vrais interviews utilisateurs, mais je caricature parce que c'est plus complexe que ça, j'essaie de simplifier. Mais en gros, on a donc de la donnée qualitative sur la pression publicitaire. Et puis, on a des données quantitatives sur justement les tunnels pub, c'est-à-dire quand un utilisateur sur nos produits, il lance une vidéo, on sait quand est-ce qu'il a lancé une vidéo, on sait quand est-ce que le tunnel, le pré-roll est lancé, on sait quand est-ce que combien de gens du coup lisent ce pré-roll ou sortent. Et donc, on a un mix entre quali et quanti. Et on fait un mix des deux, encore une fois via Coda. Donc, on prend les données quali, on met ces données quanti et on se dit, bah tiens, il y a un problème de pression publicitaire. Le niveau de confiance est élevé parce qu'à la fois en quali et à la fois en quanti, on voit qu'il y a un problème à traiter. Et donc, c'est un sujet qu'on priorise, par exemple. D'accord. Donc, la décision, elle est prise en lumière de ce que ces deux études, Quanti et Cali, apportent, mais l'idéation sur comment on va faire tout ça se fait quand même bien en amont. Ouais, C'est-à-dire que quand enfin, où il y a le problème, on se dit, OK, on va chercher pourquoi il y a un problème, et ensuite, on récupère la donnée Quanti. Non, c'est bien ça. ouais. Après ça dépend évidemment, mais quand on est sur de la vraie recherche exploratoire, c'est-à-dire on ne connaît absolument rien du tout, et ben là, du coup, on est plutôt, on va pas aller chercher, on va pas commencer par la donnée quanti, on va commencer par la donnée quali. Et donc là, on a justement tous nos designers, nos UX notamment, qui du coup font de la recherche exploratoire, pas tout seul, parce qu'on a une autre direction qui s'occupe aussi de ça, mais ils travaillent main dans la main. Ils font en fait cette recherche exploratoire de, par exemple, je dis un sujet. Aujourd'hui, on travaille beaucoup sur un sujet qui nous est cher, c'est comment est-ce qu'on fait pour s'adapter aux nouveaux usages de consommation. Notamment, on ne consomme plus les vidéos ou l'audio de la même façon qu'on a pu le faire il y a quelques années. Et donc, c'est très exploratoire parce que les usages changent. Et donc, voilà, on mène cette recherche exploratoire. Et là, on est sur une autre dimension de recherche utilisateur. Ce n'est pas de la recherche opérationnelle au sens valider un problème, c'est plus savoir en fait qu'est-ce qui pourrait être traité. Oui. Qu'est-ce qui pourrait être un problème? Ouais, tout à Ok, fait. ok. Alors, j'ai deux questions, et ça va dans deux directions différentes. Mais d'un côté, j'aimerais bien juste qu'on mette à plat un peu le contexte. Là, on sait que dans le produit, on a l'équipe produit, mais comme tu disais au début, on a les experts SEO.
Et ce que tu dis là, c'est qu'on a aussi les experts UX. Est-ce que c'est une organisation qui a toujours été comme ça ou est-ce que ça a évolué par justement un problème ou un point de Ouais. douleur? Alors non, ça a évolué, ça a évolué. Alors je vous ai dit, ça fait 4 ans que je suis chez France Télé et ça n'arrête pas d'évoluer. Euh, En gros, alors il y a plusieurs phases de maturité en fait de l'entreprise. Première phase, le design n'était pas considéré. C'est-à-dire que le design, et je pense que beaucoup ont vécu ça, c'est un graphiste qui fait des maquettes dans son coin et je caricature, c'est pas ça, mais en gros, le métier de designer n'était pas considéré. Donc il y a eu une Mm. grosse phase autour de c'est quoi un designer, à quoi il sert et justement mettre le design beaucoup plus en amont des décisions stratégiques, des phases exploratoires, comme on l'a dit, parce que ça, on sait que la voix de l'utilisateur, elle doit être au tout début. Et ça, ce n'était pas le cas chez France Télé. L'utilisateur était considéré très tard dans les réflexions. Et donc, premier changement de maturité, remettre le design très en amont de ce qu'on fait et très au cœur, finalement, des décisions stratégiques. On a encore des progrès à faire, mais ça va dans le bon sens. Donc ça, c'est une première phase. Deuxième phase, la data. Donc on en parle. En fait, le traitement de la data chez France Télévisions, c'était quelque chose un peu à part. C'est-à-dire, oui, on sait que il y a un enjeu data, on le traite comme on peut, quand on a envie, mais ce n'était pas un sujet très stratégique. Et ça a changé. On a créé une vraie direction data, donc c'est du coup la mission de gérer ces 4 étapes dont j'ai parlé et de mettre à disposition une donnée. Et donc, deuxième phase de maturité, c'est mettre la data au cœur de tout ce qu'on fait. Donc, c'est-à-dire, en gros, de faire en sorte que l'ensemble de nos décisions s'appuie sur de la data. Mhm. Globalement, je caricature, mais c'est un peu ça. Donc ça, c'est la deuxième phase. Et la troisième phase, maintenant, c'est celle sur laquelle on travaille en ce moment, c'est de faire en sorte que donc là, on a parlé beaucoup de produits, de numérique, etc. Ce qu'on essaye de faire, c'est que cette partie data driven ou informed, ou peu importe comment on l'appelle, s'enclenche aussi vis-à-vis de notre direction éditoriale. Parce qu'on travaille, donc nos produits, on est historiquement un éditeur de contenu, hein, on crée des contenus. Et donc, on n'a pas vraiment cette logique sur le numérique en tout cas, comment nos programmes performent, qu'est-ce qui marche bien, etc. Et donc ça, c'est la troisième phase, c'est comment est-ce qu'on accompagne nos directions éditoriales sur ça, qui par ailleurs on va dire, ont toujours été drivés par la data, dans le sens, chaque matin, en fait, chez France Télévisions, on regarde les audiences de la veille. Ça, c'est Mhm. culturel, mais c'est les audiences sur la télé, pas sur le numérique. Et donc, du coup, il faut accompagner cette transformation. Eh ben écoute, ça me fait ma transition à la prochaine question parce que justement, ce que je me disais, c'est OK, comment ça s'est structuré et surtout, une fois qu'on a les données, que ça soit de la donnée quanti ou de la donnée quali, qu'on mixe les deux, on sait où est-ce qu'on va, à quel moment on peut avoir un peu cette petite intuition qui dit on va par là et j'y crois. Ouais. Alors, ouais, le sujet est important, je pense, parce que on a beaucoup, et on le voit hein, dans le marché, on parle beaucoup de data-driven, etc. Et à mon sens, il y a un équilibre qui a été un peu oublié, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a très peu de place à l'intuition, très peu de place à la prise de risque. On Mhm. essaye, et je reprends mes termes de réduire l'incertitude, on essaye de faire en sorte qu'il n'y ait plus d'incertitude. Et ça, pour moi, c'est pas possible. On est dans un monde rempli d'incertitudes, on ne maîtrise rien du tout, personne ne sait de quoi sera fait demain. Et donc, c'est un peu un vœu pieux d'essayer de se dire, par la data, on va réduire on va supprimer l'incertitude. Et donc ça, c'est très important. Euh, Pas plus tard, petite anecdote, pas plus tard que ce midi, j'assistais à une conférence de Charles Pépin, qui est philosophe, qui disait, en fait, dans la prise de décision, il y a deux choses. Il y a ce qu'on appelle les choix rationnels et la décision. Les choix rationnels, c'est en gros quand en fait, on dit qu'on prend une décision, on s'appuie sur des choses qui sont très factuelles et donc il n'y a pas de place à la décision. On fait le choix juste de choisir le factuel. Et ça, c'est pas prendre une décision, c'est faire un choix parce que tout nous pousse à dire que c'est un choix. Et il y a à côté la décision qui, elle, est une prise de risque puisque du coup, on décide, on tranche sans savoir, en gros, avoir toutes les clés pour décider. Et c'est là, en fait, où je pense que parfois, il ne faut pas forcément s'appuyer sur la data. Parfois, juste, il faut y aller, il faut être dans l'action. Et donc, ce que moi, j'essaie de dire à mes équipes le plus possible, c'est oui,
faire du discovery, c'est très bien, réduire l'institut, c'est très bien, mais en fait, si on essaye de tout cadrer en amont, on perd cette agilité et finalement, on perd notre efficacité. Et donc, parfois, il faut juste se dire, on passe à l'action, il n'y a pas de risque avéré, donc on met en prod, peu importe la data, qu'est-ce qu'elle nous dit, juste on met en prod, on regarde, parce que la réalité, c'est la prod. On a beau faire toutes les études qu'on veut, la réalité, c'est la prod. Et ça, c'est très important. Alors, je rebondis sur Charles Pépin, parce que du coup, ce que tu disais, c'est aussi ce qu'il développe dans son livre La confiance en soi. Et en fait, je me demande si dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, on a un peu perdu cette confiance en soi et notre intuition, notre flair, parce que justement, on est très orienté euh, factuel, alors que bah, justement, le flair, l'intuition, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas palpable et les équipes, en général, elles sont un peu dans le flou dans ce... Ouais, en fait, alors, c'est très compliqué parce qu'en fait, on parle de culture. Chez France Télé, je vais vous donner une anecdote. On est sur des roadmaps à l'année. Donc, on essaye de cadrer ce qu'on fera à la fin de l'année, même si on sait très bien qu'à la fin de l'année, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a prévu au début d'année. Mais on continue à le faire parce qu'on essaye de gérer en fait cette frustration de ne pas savoir ce qui va arriver. Donc, évidemment, il y a deux façons de faire pour faire ça. C'est soit on se bat contre les murs pour dire attendez, ça sert à rien d'avoir une roadmap à l'année, soit on prend une roadmap à l'année et puis on ajuste en fonction voilà, de où on en est. Et donc, c'est intéressant parce que même quand il arrive des événements qui nous prouvent que faire une roadmap à l'année, ça n'a aucun sens, comme par exemple l'année 2020 où le Covid est arrivé et ça a chamboulé toutes les roadmaps, vraiment. Et donc, on peut se dire, mais vous voyez bien qu'on est dans un monde rempli d'incertitudes, personne ne maîtrise le futur, et donc, ça ne sert à rien de prévoir à la fin de l'année. Malgré ça, on est toujours sur des roadmaps à l'année. Donc, c'est-à-dire que c'est pas juste, en fait, c'est culturel. C'est-à-dire, pour enlever ce besoin de tout prévoir, ça passe par plein de choses. Et aujourd'hui, bah, il faut bien dire, chez France Télé, on n'est pas encore à ce niveau de maturité où on se dit, ça sert à rien de prévoir si loin. Donc là, pour le coup, Après, j'ai pas de clé pour faire ça. non, mais après, enfin, moi, mon opinion personnelle là-dessus, c'est vraiment que c'est bien quand même d'avoir des guidelines, de se dire, OK, je vais conditionner ma réflexion pour aller dans ce champ d'activité, mais que à la fin, si ça bouge par rapport à une opportunité ou quelque chose qui remonte, que ce soit par de la donnée quali ou quanti et qui nous fait changer de trajectoire, bah, il faut justement savoir à ce moment-là bah, changer de cap. Et je pense que c'est ce qui fait aussi, enfin, c'est un peu la philosophie de l'agilité qu'on essaye de mettre un peu partout, mais très souvent, comme tu disais, c'est culturel, c'est compliqué de dire aux gens, bah, être agile, c'est pas mettre un bouton en vert parce que j'ai envie de le mettre en vert au moment où j'ai envie de le mettre en vert. Mais c'est de se dire, OK, en fonction des opportunités, de ce qui se passe autour de moi, eh ben, comment je peux avancer en restant bien sûr focus sur mes objectifs, mais en profitant de ce qui peut se présenter à soi. Et je trouve ça très intéressant. Euh, En parlant de potentielles décisions qui font un peu sortir des sentiers battus, je pense à l'IA. Est-ce que du coup, dans la donnée que vous utilisez aujourd'hui, il y a des moments où il y a une IA qui travaille derrière? Est-ce que il y a des choses sur lesquelles vous explorez avec de l'IA ou pour le moment, c'est pas encore Ouais, dans la on n'est culture? pas, pour le coup, on n'est pas des foudres de guerre de l'IA chez France Télé. On sait que c'est un peu l'enjeu de demain, ou voire même l'enjeu de maintenant, mais on n'a pas encore cette expertise. On est en train de la développer, notamment on travaille à ce que l'IA nous permette de faire, par exemple, des moteurs de recommandation beaucoup plus pertinents qu'on a aujourd'hui, avec une particularité, parenthèse pour le service public, c'est que nous, notre moteur de recommandation, il est là pour
faciliter l'accès au contenu à un utilisateur donné, mais aussi on a des enjeux de découvrabilité, c'est-à-dire faire en sorte que lorsqu'une personne regarde un programme sur une thématique donnée, on lui pousse d'autres programmes qui vont ouvrir ses chakras. On n'est pas, par exemple, un Netflix sans jugement, mais c'est comme ça qu'il fonctionne, où quand tu regardes une série, ils te poussent une autre série, et ils essaient de pousser à la consommation d'une même typologie, en fait, et t'enfermer un peu dans une bulle. Bon, j'ai pris l'exemple de Netflix, mais je pense que sur TikTok, c'est encore pire, Ouais. où pour le coup, bah, tu sors jamais de ton cercle. Et France Télé, c'est pas ça. France Télé, nous, on est là, je l'ai dit, pour essayer de donner les clés aux gens pour se construire. Et donc, pour donner les clés, il faut donner l'ensemble des clés. Et donc, il faut donner l'ensemble des points de vue. Et donc, nos moteurs de recommandation sont là pour ouvrir les chakras, pas juste pour enfermer les gens. Bref, c'était la parenthèse sur l'IA. Mais donc, on a tous ces enjeux de finalement créer des moteurs de recommandation du service public. Par exemple, Radio France a créé le sien. Alors, je ne l'ai pas testé encore, mais ils ont créé un algorithme de service public et ça, je trouve ça génial. Ouais. Donc, on a par exemple ça, on a par exemple l'IA autour de la génération de textes automatisés à partir voilà, à partir de vidéos, par exemple la génération de sous-titres, ou qui pourrait nous aider parce que, comme je l'ai dit, on doit s'adresser à tous les Françaises et Français et donc aussi aux personnes qui sont malvoyantes ou malentendantes. Et donc, par exemple, les sous-titres, ça peut être du coup d'avoir des sous-titres sur l'ensemble des programmes, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Via l'IA, ça peut nous aider. Donc, on est en train de travailler là-dessus. On n'a pas encore l'expertise nécessaire, mais c'est des enjeux qu'on traite. Ok. Bah écoute, je ne sais pas si tu as un mot de la fin à partager à tout le monde avant qu'on passe à la session questions-réponses. Mais en tout cas, moi, j'étais très contente d'avoir cet échange-là avec toi. Ouais, bah merci déjà pour l'invitation. J'espère que ce que j'ai dit a donné quelques clés ou quelques tips. Je dis toujours que si je prends la parole, c'est pour aider. Donc, si personne ne retient rien de ce que je dis, ça ne servait à rien. Donc, pareil, on parle d'utilité publique. Je suis dans mon rôle. Donc, j'espère que voilà, certains d'entre vous ont appris des choses. Encore une fois, en conclusion, je dirais que ce n'est qu'un prisme. Donc, ce qu'on a fait chez France Télé n'est pas réplicable partout. Donc, ça dépend des contextes. On parlait d'organisation. Est-ce qu'on a besoin d'une direction data? Est-ce qu'on a besoin que le design soit au niveau stratégique? Ça, c'est propre à votre entreprise. Chez nous, ça a été important de le faire comme ça, mais peut-être pas chez vous. Donc, voilà, il faut prendre ça aussi avec des pincettes. Ce que je dis, c'est pas la clé de tous les problèmes. Et donc, voilà, c'est comme la data. Il faut l'apprendre et après, il faut l'analyser pour savoir ce qu'on veut en faire. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Je vais laisser la parole à Sylvia pour les questions dans le chat. À toi le mic. Beaucoup de questions. Je vais te laisser faire le timekeeper, Katia. J'aurai le nez dans mes questions. Donc, si on déborde trop, tu nous fais signe. J'essaie de les regrouper par thème pour qu'on puisse en traiter le maximum en faisant un peu de picking. On a parlé de fiabilité et d'exploitabilité de la data. On sait qu'il peut y avoir beaucoup de data quand on commence à en collecter. Comment tu nous conseillerais de procéder pour ne pas s'y perdre quand on en a trop? Ouais, première chose, et ça c'est un retour d'expérience parce qu'on l'a fait chez France Télé, on a fait cette erreur, c'est-à-dire de tout collecter, de se dire, mais en fait nous, un jour ou l'autre, on en aura besoin, donc il faut collecter ça. On ne sait pas encore, mais du coup on va le traquer. Et ça, c'est surtout pas ce qu'il faut faire, parce qu'effectivement, ça ajoute un niveau de complexité dans le traitement des données. Et donc, même si on peut se dire que sur papier, c'est une bonne chose de tout traquer, parce qu'à un moment donné, bah, on saura dire que on n'avait pas prévu de traquer ce comportement, mais là, on l'a fait, et donc ça va nous aider. Ça, il ne faut pas le faire. Donc ça, c'est la première chose. Ne traquer uniquement ce dont vous avez besoin. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que en amont, il y a toute une réflexion autour du besoin. C'est pas juste qu'est-ce que je veux traquer, c'est pourquoi je veux le traquer. Qu'est-ce qui est nécessaire dans ce que je fais pour avoir comme information pour décider. Donc ça, c'est le premier point, c'est de vraiment se reposer la question du besoin. J'apprends rien, hein, on est dans le produit, donc il faut repartir du besoin, pas de la solution. Mais en gros, c'est ça. Sur la data, c'est exactement la même chose. Ça, c'est le premier point que je pourrais donner. Deuxième erreur qu'on a faite, c'est de multiplier les outils analytics. Donc, on peut se dire que pour aller plus vite, on peut prendre des solutions sur étagère qui vont nous aider en fait à monitorer du coup l'analytics sur les différents volets fonctionnels.
Donc, par exemple, nous, on a un outil analytics sur le player, on a un autre outil analytics sur un autre outil, on a un autre outil analytics, on en a des milliards. Et ça, très difficile du coup à gérer parce que ça augmente la complexité. Donc, dans la mesure du possible, et donc là, on revient aux besoins, encore une fois, parce que il peut y avoir des besoins de multi-outils, mais dans la mesure du possible, simplifiez vos outils. Prenez-en le moins possible parce qu'après, à traiter, c'est une tannée. Et Voilà en ce que je termes peux. Je sais pas, Super. Et en termes de quantité de data, il y a quand même un aspect écologique à prendre en compte. Est-ce que ouais. vous mettez des choses en œuvre côté France Télé? Ouais, on l'a pris par le prisme, pour le coup, pas écologique, mais de l'utilisateur, même si on a des enjeux du coup autour de l'impact environnemental. Donc là, ça commence, c'est que le début, pour être tout à fait honnête, mais ça commence. Mais par contre, notamment dans le respect des données personnelles, qui est très très importante pour le service public, notamment sur comment on traite les données personnelles. On n'est pas un acteur privé, donc on doit faire extrêmement attention et être exemplaire sur le traitement des données. Donc en gros, si vous avez compris de quoi je parle du RGPD. On a eu tout un volet autour de comment est-ce qu'on est compliant à 100% sur sur les restrictions légales pour que chaque utilisateur puisse être sûr que la donnée n'est pas gardée indéfiniment chez nous. Donc, on a des scripts de cleanage un peu des données. On a des scripts autour même en interne, de supprimer, par exemple, les CV des gens qui ont candidaté qu'on ne doit pas garder indéfiniment. Donc voilà, on est très dans le respect des données personnelles. Preuve en est, on a eu, et ça, félicitations personnelles pour le groupe, on a eu les félicitations de la CNIL qui nous a dit vous êtes très exemplaires sur tout ce qui est données personnelles. Et donc ça, pour le service public, c'est une fierté. On a parlé de données quanti, on a parlé de données quali, de feedback utilisateur. Dans ce data mix, comment faire pour les mixer efficacement Ouais. pour en tirer les bonnes décisions? Ouais. Alors, première chose, il faut s'expertiser déjà. C'est-à-dire que dire que tout le monde est expert de la data, pour moi, c'est faux. Il y a des experts, il faut s'appuyer sur les experts. Et donc, si on n'est pas expert, il faut se former à la data. Première chose. Si on n'a pas, par exemple, les moyens, alors chez France Télé, on a les moyens. Donc, on a des experts analytics, on a des coachs data, on a des data analysts, on a des data engineers, on a tout ça, on a des UX, on a tout pour traiter la data quali et quanti. Donc, chez France Télé, on va dire c'est facile, on a les moyens. Si vous êtes dans une entreprise qui a moins de moyens, ben, il faut se former parce qu'on n'est pas expert de la data ou expert de la recherche utilisateur. Si vous n'avez pas de designer, plus compliqué, mais vous pouvez le faire, mais il faut se former. C'est un vrai métier. Pour répondre à la question, en fait, il faut, à mon sens, donc, se former, s'expertiser, et ensuite, deux, mettre en place en fait une gouvernance et des process autour de la gestion de la data. Par exemple, nous, ce qu'on a fait, et c'est vrai, j'en ai pas parlé, c'est on a clarifié le rôle de chacun dans la gouvernance de la data, c'est-à-dire qui est honneur de la data et quand dans le processus. Est-ce que, par exemple, ce sont les PO qui sont responsables du plan de marquage? Est-ce que c'est plutôt la data qui est responsable du plan de marquage? Est-ce que c'est les PO qui sont responsables de l'analyse des données ou est-ce que c'est la data? Donc la gouvernance est très importante et est à clarifier. Et après, c'est les process, évidemment. C'est comment est-ce qu'on traite ces process, qui intervient quand dans le choix, par exemple, de décider est-ce que j'ai assez de données quali ou quanti? Ça, c'est pour le coup au produit de décider si j'ai suffisamment de données, si j'ai besoin d'en avoir plus. Et ça, voilà, pareil, dans les process, il faut clarifier les rôles et responsabilités de chacun. Sur cette partie-là, on a encore des progrès à faire, je pense. Il y a toute une organisation à mettre en place avant de commencer à vouloir vraiment exploiter de façon efficiente sa data. Ouais, C'est ce qu'on se dit. fait. Et est-ce que ça va jusqu'à anticiper l'impact que ça aura sur les équipes de développement? Parce que qui dit plus de data ou une meilleure data dit aussi un impact code. Oui, tout à fait. Alors, chez nous, on a la chance d'avoir des devs qui sont très au fait des plans de marquage. Donc, c'est une expertise qu'on a dans la maison. Donc, on n'a pas eu à former ces gens-là à la constitution des plans de marquage. Et par ailleurs, on a des data engineers qui nous aident aussi et qui aident donc les devs plutôt front à bien réaliser ces plans de marquage, bien recéter, mettre en place toutes les phases de recettes nécessaires pour s'assurer que les plans de marquage sont bien faits. Donc, on va dire, c'est pareil, c'est pas inné. Si vous avez des devs qui ne connaissent absolument rien à la gestion d'un plan de marquage, il faut les former parce que c'est une vraie expertise.
comment gérer un plan de marquage, comment envoyer comment dire, les bons paramètres au bon endroit et sous le bon format. Du coup, c'est une expertise technique qu'il faut avoir. Toutes ces données nous servent aussi à construire des indicateurs qui sont sélectionnés pour leur pertinence. Est-ce que tu aurais des contre-exemples d'indicateurs qui finalement ont été abandonnés? Ouais, on a un indicateur qu'on a par exemple utilisé chez France Télé. Alors on l'utilise encore, en vrai, on l'a pas totalement abandonné, mais plus personne ne le suit, donc on l'a abandonné officieusement. On avait les visiteurs, je vous ai dit, dans le Reach, on suivait les visiteurs uniques AT Internet au piano. Et on le faisait à l'échelle de chaque offre. Problème, c'est qu'on n'a pas une vue globale de l'écosystème, l'ensemble de nos visiteurs uniques sur l'ensemble de nos offres. Donc on s'est dit, tiens, on va créer un indicateur qui s'appelle les visiteurs uniques cross-offre. Donc on va prendre tous les visiteurs uniques, on va faire une somme, et puis même si ce n'est pas idéal, puisque un visiteur unique ne peut pas être dédupliqué, donc c'est-à-dire qu'une personne qui vient sur une offre, si c'est la même personne qui vient sur une autre offre, elle est comptabilisée 2 fois, et donc ça a un biais, mais c'est pas grave, on accepte ce biais, on se dit que ce qui est important, c'est l'évolution de cet indicateur. C'est-à-dire, si on se dit que les visiteurs cross-offre augmentent, c'est qu'a priori, chaque offre a augmenté ces indicateurs et donc l'écosystème est plus performant. Et en fait, ça n'a pas marché. Il y a trop de biais dans cet indicateur pour nous dire que c'est pertinent. Et donc, on a abandonné cet indicateur. On ne le suit plus. Donc, on assume le fait qu'aujourd'hui, on ne traite plus nos visiteurs à l'échelle de l'écosystème, mais bien en local dans chaque offre. Et c'est pas grave. Et les indicateurs, vous les suivez dans des dashboards agrégés? Oui. Ouais. Et Ouais, qui c'est sont dans la suivis à quelle troisième. fréquence? Ouais, c'est dans la troisième étape du processus data que je donnais, la visualisation. Donc, on a plusieurs typologies de dashboards. On a les dashboards dans Power BI qui, du coup, sont mis à jour. D'ailleurs, on a plusieurs typologies même au sein de Power BI. On a des dashboards qui sont plutôt ce qu'on appelle stratégiques à destination du management pour suivre les indicateurs en macro. Et puis, on a des dashboards plus opérationnels pour les équipes pour suivre au quotidien leurs actions et leurs plans d'action. Et donc ça, c'est plutôt donc des dashboards Power BI qu'on a créés avec la direction data. On a d'autres dashboards qui sont plus des rapports, pour le coup, je dis le nom de dashboard, mais c'est un rapport. Des rapports automatiques où tous les matins, on a dans nos boîtes mail un rapport avec les audiences de la veille et l'évolution de ça. On a ce même rapport en hebdomadaire et ce même rapport en mensuel. Donc, on a tout un tas de reporting et de dashboard qui nous permettent de savoir où on en est et est-ce qu'on est bon ou pas. Encore une fois, ça ne nous dit pas pourquoi on est bon ou pourquoi on n'est pas bon. Ça nous dit juste si on est bon ou on n'est pas bon. Et au niveau de l'entreprise et de tous les métiers qu'elle comprend, comment tu peux t'assurer que tous les collaborateurs comprennent les indicateurs qui sont suivis et l'évolution qu'on suit? Ouais. C'est une bonne question parce qu'on s'est cassé les dents sur ça. En fait, on n'avait pas de glossaire pour le coup sur la data, sur les indicateurs. Tout le monde, je parlais de, par exemple, est-ce qu'on a la même définition de l'indicateur? Avant, on avait, et ça c'était avant notre chantier de gouvernance de la data, on avait des offres qui prenaient un indicateur et qui en fait lui donnaient le périmètre qu'il voulait. Et sur le même indicateur, une autre offre qui lui donnait un autre périmètre. Et donc l'enfer quand on veut du coup avoir la donnée fiable d'un point de vue écosystème, encore une fois. Et donc, un des chantiers, ça a été de donner une définition à l'indicateur. Donc, qu'est-ce qu'on mesure? Comment on le mesure? Quel est le périmètre de l'indicateur? Donc, est-ce que par exemple, cet indicateur, il marche sur le web, sur les applications mobiles, sur les applications télé, sur les box de nos opérateurs? Donc, pareil, ce qui pose d'autres problèmes, mais voilà, quel est le périmètre de l'indicateur? Et être sûr de ça. Et donc, assumer aussi le fait que pour un indicateur donné, peut-être que ça ne couvre pas l'ensemble du périmètre. Peut-être qu'on n'est pas en capacité de mesurer, par exemple, l'indicateur sur un environnement donné, et c'est pas grave, mais juste on le dit et on l'écrit dans notre glossaire. Et donc on a posé ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Et ce glossaire-là, on l'a du coup diffusé à l'ensemble des équipes. Alors, dire aujourd'hui que on peut demander à n'importe quel collaborateur la définition de n'importe quel indicateur, je pense que ce serait pas vrai. Donc, on a des progrès à faire là-dessus, mais en tout cas, le glossaire est disponible. Et on a fait un peu de pédagogie là-dessus. C'est un travail de long terme, de toute Ouais, façon, c'est il sûr. faut revenir souvent. Quand on suit des indicateurs, on peut être tenté de vouloir trop vite voir des résultats. Quel laps de temps vous vous laissez pour analyser de la donnée et en tirer une décision? Ouais,
Ça va dépendre en fait de réponse classique du produit, mais ça va dépendre. Ça va dépendre en fait de qu'est-ce qu'on essaye de mesurer. Par exemple, si on essaye de mesurer un A/B test, on va prendre en compte le panel sur lequel on met enfin, l'intégration de cet A/B test. Et donc, si le panel, on estime suffisamment représentatif, eh ben, on va se donner, j'en sais rien, moi, 2 jours pour analyser la performance de cet A/B test. Si en revanche, pour des raisons X ou Y, l'A/B test fait qu'on a un panel qui n'est pas représentatif, et ben on va élargir dans le temps en se disant, bah, on laisse peut-être l'A/B test tourner pendant 2 semaines ou 3 semaines pour en tirer les bons enseignements. Donc ça va dépendre de ce qu'on veut faire. Idem sur le lancement d'une feature. Quand on va lancer une feature, bah, sur certaines features, par exemple sur un truc très simple on a ajouté un bouton, bah, le jour ou d'après ou le jour suivant, on va regarder si ce bouton est cliqué directement. On va regarder le taux de clic très vite. En revanche, si on essaye plutôt bah voilà, une optimisation d'un parcours plus complexe, un parcours de login par exemple, bah là on va se donner une plage horaire, enfin une plage d'analyse qui est beaucoup plus importante, ou peut-être parfois ça va même jusqu'à se dire on se laisse 3 mois pour analyser le lancement de quelque chose. Parce que ça nécessite en fait un temps d'appropriation aussi déjà de l'utilisateur sur des nouvelles features, et puis un temps d'analyse. On a parlé, tu as cité des outils que vous utilisez chez France Télé. Ça génère pas mal de questions. Juste pour se dire rapidement, fais-nous un cadeau, donne-nous ta top list ou ton produit coup de cœur que tu recommanderais pour le pilotage par la data. D'accord. Alors, c'est encore une fois difficile de répondre parce que ça dépend de vos besoins, mais je vais quand même essayer parce qu'il faut quand même que je réponde aux questions. Donc, moi, par exemple, chez France Télé, on n'utilise pas un outil que j'adore, mais qu'on n'utilise pas pour d'autres raisons. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais moi, j'adore Amplitude. Je trouve que Amplitude, c'est l'outil Analytics produit qui est le plus performant aujourd'hui sur le marché. Donc, si vous avez la possibilité de l'intégrer, testez-le déjà pour voir si ça répond à votre besoin et faites-le. Donc, ça, c'est sur Amplitude. Autre outil analytics que j'aime beaucoup, c'est Content Square. Content Square, alors qui a ses biais, parce que, et notamment chez France Télé, Content Square n'est pas sur les environnements télé, ce qui nous pose un problème, mais je trouve que l'outil est très important, pas pour faire du suivi d'indicateurs de performance marché, mais pour avoir du coup des données assez simples et assez rapides sur des parcours, par exemple. Qu'est-ce qui fonctionne pas. Et donc ça, c'est facile à prendre en main et c'est facilement intégrable. Donc moi, j'aime beaucoup cet outil. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Voilà, bah, après, ça dépend vraiment de vos besoins, encore une fois, mais ces 2 outils-là, moi, je les recommande parce que je trouve que c'est ceux qui sont les plus faciles d'utilisation. Merci pour ce partage. Une dernière question, elle est sur une note un peu philosophique. Faire du produit sans data, pour toi, c'est du courage ou de la folie? Dit autrement, comment tu pilotes par la data sur un produit qui n'est pas encore lancé? Ah, et ben c'est pas grave, en fait. Encore une fois, ça dépend. S'il n'est pas encore lancé, du coup, on n'a pas besoin d'avoir full data Encore une fois, la réalité, pour moi, c'est la prod. Donc, il y a d'autres moyens d'obtenir de la data. Et je recommande plutôt sur un lancement de produit évidemment faire de la recherche utilisateur en amont, essayer de dérisquer au maximum, mais plus vite vous êtes en prod, plus vite vous apprenez. Et donc, si vous n'avez pas de données en amont, lancez quand même quelque chose en fait pour apprendre. Et vous verrez que même si vous avez peu de data, le peu de data, encore une fois, il est exploitable par rapport à vos hypothèses. Et encore une fois, on revient sur le besoin. Qu'est-ce que je veux comprendre? Qu'est-ce que je veux apprendre? Et ça, du coup, je pense que, de dire on n'a pas de data, c'est faux. On a toujours de la data, on peut toujours en avoir. Mais l'important, c'est de passer à l'action. C'est encore une fois d'accepter l'incertitude, d'accepter qu'on prend des risques, droit à l'erreur et compagnie, on est dans la culture. Mais lancez-vous pour apprendre, tout simplement. Il faut continuer à oser, quoi. Voilà, mais on ne peut pas tout dérisquer, clairement. Oui, exactement. Merci beaucoup pour ce temps. Je crois que pour tenir le timing, on va s'arrêter là sur les questions. Ouais, on va s'arrêter là. Merci beaucoup pour tes réponses. Euh, J'ai mis dans le chat du coup Amplitude et Content Square. Enfin, j'ai mis les liens pour ceux que ça intéresse. Merci beaucoup Anso. Moi j'ai trouvé ça
très intéressant, même si on en avait déjà parlé, mais ce sont les questions dans le chat, à chaque fois, ça apporte des nouvelles idées, et franchement, c'était super sympa. Merci à tous d'avoir été là, d'avoir été présents, d'avoir posé vos questions, d'avoir été aussi foisonnants, parce que j'en ai vu, il y en a pas mal. On n'a pas pu répondre à toutes les questions, mais ça, on pourra peut-être faire un autre meet-up là-dessus. Ouais. Et si jamais d'ailleurs certains d'entre vous veulent creuser avec moi sur certains aspects spécifiques, qui n'hésitent pas. Je suis assez accessible sur LinkedIn, donc ajoutez-moi et envoyez-moi un DM et j'y répondrai. Alors pas forcément dans la minute, parce que j'ai pas mal de messages, mais j'y répondrai. Bon, bah, super. Eh ben, merci à tous. Je propose de clôturer le meet-up ici. Je vous souhaite une très bonne soirée et merci d'avoir participé. Au revoir à tout le monde. Salut tout le monde. Bonne Ciao. soirée. Ciao. Merci, Anso.